Le concours complet d'équitation est un sport équestre qui requiert des capacités athlétiques considérables, de la précision et de l'endurance. Le dressage, le steeplechase, le cross et le saut d'obstacle. Cette discipline regroupe en réalité plusieurs sports. C'est un véritable défi équestre que beaucoup considèrent comme le plus difficile au monde. Le concours complet d'équitation sera le sujet de cet épisode de World of Horses, présenté par votre serviteur, John Scott. Les Jeux Olympiques de Stockholm de 1912 furent les premiers à intégrer des sports équestres. Et le concours complet d'équitation fut l'une des premières disciplines olympiques équestres. Les différentes épreuves du concours se disputent toujours sur une durée totale de 3 jours. Selon le règlement de 1992, le premier jour est consacré au dressage, exercice au cours duquel l'équilibre du cheval et sa maîtrise des différentes allures sont mis à l'épreuve, ainsi que la communication entre le cheval et son cavalier. Le deuxième jour concerne l'endurance et implique une combinaison délicate de steeplechase, d'obstacles et de cross. Le troisième jour est consacré au saut d'obstacles. Ce n'est pas pour rien que cet événement s'appelle le concours complet d'équitation. En effet, ce sport teste de façon approfondie les capacités athlétiques du cheval, sa condition physique, son courage. Tous les automnes, des concurrents venus de tout le Canada se rendent dans la ville de Chase pour une importante compétition. L'infrastructure de Chase a été créée par Nick Holmes Smith, après une longue carrière internationale. Dans les années 80 et 90, je concourais dans des compétitions internationales. J'ai participé à plusieurs championnats du monde, à des Jeux olympiques et aux Jeux panaméricains. Mes résultats étaient relativement variables. Et en 1992, après les Jeux olympiques, j'ai décidé de revenir m'installer dans l'Ouest, parce que c'est là que je suis né. J'adore les montagnes de la Colombie-Britannique, alors je suis revenu vivre dans l'Ouest. J'ai acheté cette ferme et j'ai commencé à organiser cette compétition. Le paysage qui entoure la ville de Chase est idéal pour ce sport. Un mélange de prairies et de bois, de terrains plats et de terres vallonnées. On est assez isolé ici. Il y a des orignaux et des ours qui se baladent dans le domaine. Pour l'épreuve de cross-country, le terrain doit offrir une grande variété. S'il est trop abrupt, trop vallonné ou entièrement couvert d'arbres, ça ne va pas. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit tout plat, il faut aussi de quoi faire sauter les chevaux. Ce qui me plaît dans le concept de ce concours, c'est que c'est un sport complet qui met à l'épreuve aussi bien le cheval que son cavalier. Et pas seulement dans un seul domaine, mais dans 3 domaines différents. C'est un sport difficile. Il faut gérer différents aspects qui sont extrêmement complexes. Le cheval doit être en pleine forme, il faut lui apporter beaucoup de soins afin qu'il reste en bonne santé et qu'il n'ait pas mal aux jambes. Le cavalier, quant à lui, doit avoir des connaissances aussi bien en dressage, en cross qu'en saut d'obstacle. Nous cherchons donc à présenter une palette très large de compétences. La compétition de Chase comporte 4 niveaux ou divisions. Les 2 niveaux les plus élevés sont les niveaux préliminaires et intermédiaires. La division est déterminée par les compétences du cheval et non par celles du cavalier. De ce fait, un cavalier de haut niveau tel que Teresa Washtok, membre de l'équipe olympique et de l'équipe équestre canadienne depuis 1979, peut participer à différents niveaux avec différents chevaux. Des chevaux de tout âge vont participer à la compétition ce week-end. Cacherelle à 6 ans, c'est une jument KWPN à sang chaud. Elle concourt dans le niveau d'entraînement, c'est un des niveaux les plus bas. Je vais aussi monter Good Guess. Je l'ai acheté en début d'année. Il participe au niveau préliminaire pour les 3 jours. C'est la première fois que ça lui arrive, mais il a obtenu de très bons résultats tout au long de l'année. C'est un cheval de 9 ans. Ensuite, il y a 20th Century Arrow. C'est un vieux de la vieille. Je l'ai depuis qu'il a 3 ans. Je l'ai racheté à ma vétérinaire chez la McDonald. Il a 15 ans maintenant. C'est un véritable habitué des compétitions. La 4e monture de Teresa, qui participera à la division intermédiaire, s'appelle Aristote. C'est le cheval qu'elle montait lorsqu'elle a participé aux Jeux olympiques. Il était encore relativement novice quand il a participé aux Jeux olympiques. Alors je pense que cette opportunité va lui apporter beaucoup de choses. Il va pouvoir apprendre à gérer son parcours. Il a 11 ans. Qu'ils soient jeunes débutants ou chevaux confirmés, tous doivent se préparer pour le début de la compétition, à la 1e heure le lendemain matin.
différence entre une compétition courte et ce concours complet sur 3 jours, c'est avant tout la mise en condition physique. Combien d'entre vous sont là pour la première fois? La compétition de chase offre à certains l'opportunité de concourir et à d'autres celle d'apprendre. Au cours de ces 3 jours, il est possible d'assister à un séminaire dispensé par un vétéran de ce genre d'événement, Robin Hahn. La partie la plus importante de tout concours complet est le cross. Vous vous êtes tous assidûment entraînés pour cette épreuve. Je pratique ce sport depuis longtemps. Je participe à des concours complets d'équitation depuis 1955. J'ai rejoint ma première équipe olympique en 1956. J'ai remis ça 3 fois de plus en 68, 72 et 76. Et j'ai participé à 2 championnats du monde et aux Jeux panaméricains. Depuis 1958, j'enseigne. Et j'espère que grâce à mes conseils, j'arrive à donner à d'autres cavaliers l'opportunité de s'amuser autant que j'ai pu le faire quand je représentais le Canada. Alors que la première journée de compétition va commencer, Robin Hahn va nous expliquer les bases les plus importantes du dressage. La première discipline du concours complet d'équitation est le dressage. Au cours de cette épreuve, le cavalier est censé faire la démonstration du bon entraînement de son cheval, de son calme, de sa capacité à se déplacer en conservant sa cadence et son équilibre. Le cheval doit être capable de faire preuve de tout cela à différentes allures. Le trot moyen, le trot allongé, le trot de travail. Il doit faire preuve d'un bon équilibre sur les cercles et les différentes figures, que ce soit au trot ou au galop. C'est sans doute l'épreuve la plus oppressante et la plus éprouvante pour les nerfs des cavaliers qui participent au concours. Voici Teresa Washtok lors de la division intermédiaire sur le dos d'Aristote. Elle va nous faire partager le point de vue d'une concurrente sur l'épreuve de dressage dans le concours complet. Votre corps tout entier doit impérativement être détendu. Sinon, le cheval ressent votre tension et se crispe également. Au cours de l'épreuve, vous devez prévoir votre parcours et tout anticiper. En gros, chaque pas que vous ferez pendant votre présentation est une préparation au mouvement suivant. Étant donné que Teresa monte un grand nombre de chevaux, ses soigneurs n'ont pas le temps de s'ennuyer. Pour l'instant, il prépare Good Guess, que l'on surnomme aussi Gus, pour sa première participation à une épreuve de dressage au niveau préliminaire. Gus est un pur sang de 9 ans qui faisait de la course hippique. C'est un vrai petit démon. Il présente très bien. Il cherche constamment des moyens pour se démarquer. Il a le béguin pour Cacherelle. Il est très attaché à elle. C'est notre autre cheval le plus jeune. Je dois dire que pour moi, la communication entre le cheval et son cavalier est primordiale. C'est ce qui m'a poussé à faire de l'équitation. Quand je monte, j'ai l'impression d'établir une communication constante avec ma monture. C'est comme si on arrivait à être exactement sur la même longueur d'onde. Une fois la phase de dressage terminée, les cavaliers doivent déjà commencer à se préparer pour la journée du lendemain, l'épreuve de fond, le cœur de ce programme de 3 jours. Pour s'y préparer, la reconnaissance du parcours est primordiale. Un expert fait ainsi découvrir aux cavaliers les différents obstacles et leur permet d'examiner le parcours en le faisant à pied. Voilà ce à quoi Teresa Washtok prête particulièrement attention lorsqu'elle fait la reconnaissance. Quand je monte 20S Century Arrow, que j'appelle aussi Dick, je prends le chemin le plus usé parce qu'il ne fait pas de très grandes foulées. Des chevaux d'un tel niveau, en l'occurrence le niveau intermédiaire, ont déjà été confrontés à ce genre de fossé, mais pas aussi grand. Ceci dit, grâce à leur expérience, ils comprennent que, bien que ce fossé soit très large et très profond, il ne faut pas qu'ils descendent dedans pour ensuite remonter. Ils doivent sauter par-dessus le fossé. C'est la même chose pour cette haie, juste là. À certains endroits, elles peuvent atteindre 1,60 m ou 1,80 m de hauteur. Mais en arrivant devant, le cheval se rend compte qu'il arrive à voir à travers les broussailles
et il comprend qu'il va pouvoir en réalité sauter à travers. On arrive au passage de gué. L'année dernière, je suis tombée dedans. Alors cette année, on va éviter que ça se reproduise. Après la reconnaissance du parcours, il est temps pour les chevaux et pour les cavaliers d'aller se coucher. Ils devront être au meilleur de leur forme, car le lendemain dès l'aube, ils devront affronter la section d'endurance de ce concours complet. La section d'endurance du concours a lieu le deuxième jour. C'est ce jour-là que les concurrents vont connaître le plus de sensations fortes. Le deuxième jour est le jour le plus important. C'est le jour dédié au cross, qu'on appelle aussi l'épreuve de fond, en particulier dans cette compétition. À Chase, l'épreuve de fond est divisée en 4 phases bien distinctes. La phase A se déroule sur route et sur piste. Le cheval va tranquillement au trot. Ça permet de l'échauffer sur une distance de quelques kilomètres. C'est la partie la plus simple. Le cheval a juste à faire quelques kilomètres. Une fois que les chevaux se sont échauffés grâce à la phase A et qu'ils se sont étirés, comme le feraient des athlètes avant une course, ils entament la phase B. Il s'agit de la phase la plus rapide de cette journée, le steeplechase. L'épreuve du steeplechase se déroule sur une piste. Elle se court généralement sur l'herbe. Les haies mesurent jusqu'à 1,40 m de hauteur que le cheval doit franchir à une grande vitesse. Si vous jetez un œil à cette haie de steeplechase, ici, vous verrez qu'elle est recouverte de broussailles et qu'elle est aussi composée de barres solides à différents endroits. La barre d'appel permet d'identifier la base de la haie. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a un treillage de branchage placé entre les 2 barres. C'est un amoncellement de broussailles suffisamment solide pour que le cheval puisse poser un pied dessus et rebondir. Il pourra quand même franchir la haie, même s'il marche dessus. Pendant un steeplechase, on a besoin que le cheval soit au maximum en position allongée, qu'il étire son corps pour être le plus à plat possible et qu'il galope au plus près du sol. Lorsqu'ils doivent sauter par-dessus une haie, le but est de les faire sauter à travers la broussaille. Les chevaux les moins expérimentés ont tendance à vouloir sauter la haie dans son intégralité, mais au bout d'un moment, ils finissent par accepter de passer à travers. La partie la plus difficile du steeplechase, c'est de savoir gérer son temps. Il faut toujours avoir son chronomètre à proximité. On en utilise de très gros comme celui-ci, qu'on peut lire facilement, même en plein galop. Il faut déterminer le centre du parcours et surtout rester calme et ne pas aller trop vite. Le concours complet est un révélateur impitoyable de la condition physique d'un cheval. Bien évidemment, personne ne veut voir un cheval blessé. À la fin de la phase C, les chevaux sont donc examinés afin de s'assurer qu'ils peuvent continuer sans danger. On appelle ça le box de détente, le box de récupération ou le box des 10 minutes. On nous accorde 10 minutes pour asperger notre cheval d'eau, pour faire redescendre sa température. Ainsi, on peut retrouver une température optimale pour la compétition. Quand les chevaux arrivent, les vétérinaires les examinent et vérifient leur température, leur pouls et leur respiration. En général, vers la 8e ou 9e minute, on fait trotter un peu le cheval pour que les vétérinaires puissent voir s'il a des difficultés quelconques à se déplacer. Ils sont donc surveillés de très près. Je pense que si un cheval présente des signes de fatigue dans le box des 10 minutes, il devrait être retiré de la compétition. Mais la plupart des chevaux sont généralement aptes à continuer et à affronter la phase la plus exigeante, le cross. Les notes du concours complet sont établies en fonction d'un système de pénalités. Un cheval perd des points s'il refuse de sauter ou s'il rate son saut. Pour une chute, la pénalité est de 60 points. À la fin de la compétition, c'est le score le plus bas qui l'emporte. Le cheval est amené à effectuer de 25 à 30 sauts en fonction de son niveau de compétition. Des sauts de toutes sortes. En tant que concepteur de parcours, je passe mon temps à inventer de nouveaux types d'obstacles pour offrir de nouveaux défis aux chevaux et aux cavaliers.
Les chevaux qui réussissent dans ce sport sont honnêtes, ils adorent travailler. Ils sont aussi excités de participer au concours que leurs cavaliers. Dans le box de départ, avant le début du cross, ils savent ce qui les attend. Ils sont très tendus, mais aussi très impatients de se lancer dans cette épreuve. Ils doivent aussi faire preuve de courage, parce qu'on les oblige à effectuer quelques sauts assez effrayants, afin de tester leur audace et leur courage. Par exemple, on les fait sauter sans qu'ils voient là où ils vont atterrir, si bien que le cheval peut imaginer qu'il s'agit d'une falaise. Ou alors, quand ils doivent franchir de l'eau, ils ne connaissent pas la profondeur de l'étendue qu'ils traversent. Tout ça met leur courage à l'épreuve. C'est un défi pour le cheval. Les meilleurs réussissent, mais cela peut causer des problèmes aux plus faibles. Il faut 3 à 4 ans à un cheval de bon niveau pour être dans une condition physique suffisamment bonne pour lui permettre de participer à une course d'un tel niveau sans risquer de se blesser. Chaque saut de crosse doit se faire à une certaine vitesse. Une vitesse qui sera appropriée au cheval ainsi qu'à son cavalier. Lors d'un saut, le cheval décolle ses antérieurs du sol et il fléchit ses genoux pour les remonter. Il détend son dos et il étire tout son corps pour s'arquer harmonieusement au-dessus de la haie. C'est un spectacle technique très agréable à regarder. J'aimerais aussi parler du galop. Si vous observez un cheval qui galope avec aisance et que vous prenez la peine de l'écouter, vous remarquerez qu'il fait très peu de bruit en courant. Cela signifie que le cheval n'est pas en train de s'infliger des souffrances, ni en train de s'épuiser en plaçant tout son poids sur ses antérieurs, en s'enfonçant dans le sol, comme on dit. Le cross-country exige de la vitesse, ce qui n'est pas évident si on prend en compte les efforts déjà fournis par le cheval lors du steeplechase et des autres épreuves de la journée. Mais il doit pourtant parcourir encore un certain nombre de kilomètres. Le concours complet d'équitation est ma compétition préférée à cause de la durée de l'épreuve de fond. Mais j'y prépare parfaitement mes chevaux. D'ailleurs, il existe un prix ici pour les chevaux les mieux préparés. J'essaie toujours de le remporter parce que pour moi, une bonne mise en condition est absolument essentielle. Ça permet au cheval d'apprécier le travail qu'il a à faire parce qu'il se sent prêt à l'effectuer. C'est ce qui fait de ce sport un exercice unique. C'est là qu'il faut exceller parce que c'est ce qui va définir si vous gagnez ou si vous perdez. Et c'est ce que les spectateurs sont venus voir. Le dernier jour de la compétition est consacré au saut d'obstacles. Le but de l'épreuve est de prouver que le cheval est capable de revenir en piste après 2 jours d'effort et de faire preuve de toujours autant de courage et de discipline pour nous offrir une dernière belle performance. Maintenant que vous savez ce que les chevaux doivent endurer au cours de ce concours, il serait intéressant de découvrir quelles sont les races les mieux adaptées à ce sport. Lors des grands prix de saut d'obstacles, la plupart des meilleurs chevaux sont des Européens au sang chaud. Mais les exigences de ce sport poussent à effectuer des choix différents. Les chevaux les mieux adaptés au concours complet d'équitation, et je parle bien de la version longue de 3 jours, sont les pur sang. Un pur sang est élevé pour courir. Il développe ainsi un cœur solide et de larges poumons. Il est doté d'une grande capacité d'endurance, ce qui le rend tout à fait apte à participer à un sport comme le concours complet. Il nous faut des pur sang calmes et sains d'esprit. Ils doivent être très solides sur le plan physique parce que l'épreuve de cross-country requiert de la rigueur et s'avère être particulièrement difficile. Il faut que le cheval soit un dur à cuire et il doit aimer le saut. L'épreuve de saut d'obstacles permet de tester l'agilité du cheval alors qu'il vient déjà de courir un marathon la veille. On veut voir si le cheval est toujours capable de se montrer aussi souple. Il doit pouvoir tourner rapidement. Il doit aussi être en mesure de raccourcir ses foulées ou bien au contraire de les rallonger.
Alors que chaque concurrent achève l'épreuve de saut d'obstacle, le concours touche à sa fin. Ces 3 jours de concours ont permis aux spectateurs de passer un excellent moment, ainsi qu'à la plupart des concurrents. Même ceux qui n'ont pas réussi ressentent généralement un sentiment d'accomplissement, car il est fréquent qu'ils fassent tout de même mieux que ce qu'ils avaient pu faire auparavant. Les cavaliers les plus méritants reçoivent enfin leur récompense. Et ils ne manquent pas de la partager avec leur monture. Pour réussir dans ce sport, la communication entre le cheval et le cavalier doit être aussi excellente que constructive, sans remontrance d'une part ou de l'autre. Les éventuelles victoires d'un duo deviennent alors les emblèmes de cette alliance. Une victoire en concours complet d'équitation n'est jamais aisée. Les différentes épreuves qui évaluent les capacités du cheval et de son cavalier assurent en effet des résultats impartiaux. Merci de nous avoir suivis dans l'aventure de World of Horses. Le barrel racing est la seule épreuve exclusivement féminine dans le monde du rodéo. Elle requiert de la précision et de la vitesse, et seuls les meilleurs chevaux dirigés à la perfection sont capables d'aller suffisamment vite pour gagner. Le cheval de barrel racing sera donc le sujet de cet épisode de World of Horses, présenté par votre serviteur John Scott. Le cheval que vous voyez ici est un quarter horse. À l'origine, c'était un cheval utilisé dans les ranchs, mais aujourd'hui, il est également employé dans de nombreux sports équestres. Sa capacité à prendre rapidement de la vitesse fait de lui un cheval idéal pour les courses de sprint. Sa rapidité fait également de lui une monture de choix pour la capture du veau au lasso et pour le steer wrestling, car il peut attraper sa proie au plus vite. Son agilité et son intelligence ont également fait du quarter horse le roi de l'épreuve de cutting. Mais de toutes les épreuves qui mettent le quarter horse à l'honneur, celle qui fait le meilleur usage de sa rapidité, de son agilité et de son intelligence est très probablement le barrel racing. En barrel racing, la vitesse seule ne vous mènera nulle part, si ce n'est à la faute. La clé du succès est une combinaison de vitesse, de communication étroite et de prise de virage des plus précises. Les règles du barrel racing sont très simples. Il s'agit de faire slalomer son cheval autour de 3 tonneaux disposés en trèfle, puis de revenir à son point de départ. Le chronomètre le plus rapide l'emporte. La majorité des cavaliers commencent leur parcours par le tonneau situé à droite, mais il est également possible de commencer par le tonneau de gauche. La distance qui sépare les tonneaux à la base du triangle est de 27 mètres. Puis, entre le deuxième et le troisième tonneau, le cheval doit parcourir 32 mètres.
Et enfin, il lui faut traverser le plus vite possible les 49 mètres qui le séparent de la ligne d'arrivée. Renverser un tonneau vous vaudra une pénalité de 5 secondes ajoutée à votre temps final. C'est une sanction suffisante pour éliminer de nombreux participants. Un bon chronomètre en barrel racing dépendra de la piste et de la qualité du terrain. Voilà deux des meilleurs concurrents au monde. Christy Peterson et son cheval Bozo, avec un temps de 17 secondes 39 au Stampede de Calgary. Ce qui fait de Bozo un bon cheval de barrel racing et ce qui constitue une bonne course n'est pas évident à définir. Pour obtenir quelques éléments de réponse, nous nous sommes adressés aux meilleurs cavaliers et entraîneurs. Au rodéo de Strathmore, en Alberta, nous avons rencontré Frances Church, une vétérante dans le milieu depuis 30 ans et qui reste une valeur sûre lors des compétitions. En 1962, Frances Church est championne du Canada. En 1995, elle manque la victoire au Stampede de Calgary à 1 centième de seconde près. Le barrel racing a beaucoup changé au cours de ces 30 dernières années. Ce n'est plus un simple sport qu'on pratique le dimanche, c'est devenu un business, un gros business même. Il ne s'agit pas de sortir son cheval un vendredi en se disant « Et si je participais à un rodéo ce week-end ?» Non, non, il faut l'entraîner, le monter. Ces chevaux sont de vrais athlètes qu'il faut maintenir en forme, tout comme vous devez l'être également. Je monte une jument quarter horse, plein papier. Elle s'appelle Froussarde. C'est un nom qui lui correspond plutôt bien. Elle a un cœur d'or. Elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Mais c'est une trouillarde. C'est un cheval extrêmement sensible. La plupart des cow-boys ne la supporteraient pas. Mais moi, j'accepte ses marottes parce que c'est une gagnante. Tant qu'elle gagne, j'accepte qu'elle soit craintive. Ceci dit, elle a la course dans le sang. Elle descend d'une lignée majoritairement composée de pur sang, comme c'est le cas pour beaucoup de quarter horse de nos jours, et en particulier les quarter horse de rodéo, parce que la vitesse joue une place primordiale dans les épreuves de rodéo, et surtout en barrel racing. Si votre cheval n'est pas rapide, autant rester chez vous. La plupart des chevaux de barrel racing sont des juments. J'ai donc demandé à Frances si les cavaliers de barrel racing avaient une préférence pour les femelles. J'ai déjà eu des hongres et j'ai déjà eu des femelles. Il existe différentes théories, mais je crois que j'adhère à celle selon laquelle les juments sont plus faciles à entraîner parce qu'elles sont plus intelligentes. Elles apprennent plus vite et on peut donc les dresser plus vite que la plupart des mâles castrés. En revanche, elles sont moins faciles à transporter que les hongres. La plupart du temps, si vous avez une jument et qu'elle est en chaleur, il risque d'y avoir du grabuge dans la remorque. Les chevaux risquent de se battre entre eux. Certaines juments sont aussi beaucoup moins performantes quand elles sont en chaleur. Donc, on peut dire que les hongres sont des concurrents plus fiables que les juments. Mais je reste convaincue qu'une jument est bien plus dévouée. C'est indéniable. C'est le cas de ma jument. Elle est prête à tout donner pour moi. Elle essaie à tout prix de me faire plaisir. Nous avons également rencontré une autre excellente candidate présente au rodéo de Strathmore, Cheryl Danes, de la ville d'Innisfail, en Alberta, sur son hongre dénommé Coyote. Je viens d'Innisfail, dans la province d'Alberta, et je fais du barrel racing depuis que j'ai environ 5 ans. Voilà mon cheval, Coyote. C'est son surnom. En réalité, il est enregistré sous le nom de DeWinton Classic. J'ai demandé à Cheryl de nous faire un compte-rendu des qualités requises lors de la confirmation du cheval. À quoi ressemble un bon cheval de barrel racing? La première chose à prendre en compte pour la confirmation d'un cheval, c'est le cheval dans son intégralité. Celui-ci est très beau et très imposant. Son corps est parfaitement équilibré, que ce soit sa tête, son encolure, sa croupe ou ses jambes. Et il est joliment proportionné. J'aime que mon cheval ait de la tendresse dans les yeux. C'est le cas de celui-ci, il a un regard très doux.
Il a aussi un caractère agréable. Je peux facilement le faire travailler. Il peut se montrer un peu paresseux parfois et je suis obligée de le secouer un peu, mais il est très facile à contrôler. Si on le passe en revue, vous pouvez voir qu'il a un joli cou, fin et long. C'est important en barrel racing. Il a un beau garrot, tout à fait proportionné au reste de son corps. Ici, on peut voir qu'il a un large passage de la sangle, ce qui est le signe qu'il a des poumons bien développés et qu'il n'aura pas de problème pour respirer. Son dos est assez court, mais il a une longue ligne de dessous. Et regardez un peu les belles hanches qu'il a. Il a de larges hanches très solides, elles sont puissantes et bien musclées. Si je veux pouvoir participer à 60 voire à 100 rodéos par an, il me faut un cheval solide. Coyote fait de longues foulées et il a une excellente allure. L'âge auquel un cheval de barrel racing est généralement au sommet de sa forme peut surprendre. Alors que les chevaux de course commencent la compétition à l'âge de 2 ou 3 ans, un cheval de barrel racing n'atteint son plein potentiel que bien plus tard. Il me semble qu'un cheval de barrel racing n'est vraiment prêt que vers 8 ou 9 ans. Ils atteignent leur meilleur niveau entre 9 et 13 ans. Les meilleurs chevaux que l'on peut voir concourir actuellement au Canada ont à peu près 11 ou 12 ans. Mais il existe des exceptions à cette règle. Et Coyote en fait partie. Isabella Miller, originaire de Dewington, a toujours voulu former Coyote pour le barrel racing. En 1993, alors qu'il n'a que 5 ans, elle commence à le faire concourir professionnellement. Le duo fonctionne tellement bien qu'il se qualifie pour les finales canadiennes de rodéo à Edmonton et décroche la seconde place. Dès le début du rodéo, les femmes ont manié le lasso, fait des cascades à cheval, maîtrisé des bouvillons et chevauché des chevaux sauvages. La première femme à devenir une star du rodéo s'appelle Lucille Mulhall. Sa spécialité, lancer le lasso et attraper des bouvillons de 500 kg, exactement comme le ferait un homme. Lors du Stampede de Winnipeg de 1913, elle participe à l'épreuve masculine de lancer de lasso et remporte les 2 premières manches. La notion d'égalité entre hommes et femmes lors des compétitions de rodéo commença par prospérer avant de finalement disparaître, en particulier après la mort d'une cavalière qui essayait de maîtriser un bronco pendant un rodéo, en 1929. Mais certaines femmes, déterminées à participer à de vraies compétitions, ne se laissèrent pas faire. Elles parvinrent à créer et à faire du barrel racing un sport professionnel. Lors de ma rencontre avec Isabella Miller, j'ai pu lui demander de me parler de son rôle dans l'introduction du barrel racing professionnel au Canada. Je me rappelle quand on a introduit l'épreuve de barrel racing dans le monde du rodéo professionnel. J'étais assez jeune à l'époque. J'avais 17 ou 18 ans. Quand je rentrais dans une pièce où se trouvaient des grands noms du rodéo, comme Sid Garsted, Rocky Rockabar ou Kiss Island, ils avaient tendance à me regarder avec un certain dédain. Je peux vous dire que j'avais la trouille, mais il fallait bien continuer la bataille. La carrière d'Isabella Miller fut l'une des plus remarquables de l'histoire des courses de barrel racing. 2 fois championne du Canada en 1960 et 1969, elle participa à 7 reprises aux Canadian Finals. Vous qui avez concouru dans les années 50 ainsi que dans les années 90, quel changement avez-vous remarqué? Oh, il y a eu de grands changements, tout particulièrement au niveau de la qualité des chevaux. C'est ce qui a le plus changé. Et de nos jours, il y a de plus en plus de femmes professionnelles. L'aspect compétitif a pris plus d'importance. C'est un univers impitoyable. Il y a de plus en plus d'excellents chevaux. Et de plus en plus de femmes. Oui, beaucoup plus. C'est vrai. L'aspect financier a aussi changé beaucoup de choses. Considérablement. Quand j'ai débuté, quand on remportait 100 $, on était ravis. En 1996, au Stampede de Calgary, le prix pour le gagnant de l'épreuve de barrel racing s'élève à 50 000 $. Isabella participe à la compétition. Qu'est-ce que ça vous a fait de concourir pour gagner 50 000 $ au Stampede de Calgary? C'était plutôt agréable. Je ne me serais jamais imaginé qu'un jour, une course pourrait me faire gagner 50 000 $. La seule chose qui aurait pu être encore plus agréable, ça aurait été de gagner. Ça, c'est sûr. Oui.
Désormais, Isabella se consacre à former des chevaux de barrel racing afin de les revendre à d'autres concurrents. Et sa réputation en tant que dresseuse n'est plus à faire. J'ai toujours entraîné moi-même mes chevaux. J'ai grandi dans une famille où tout le monde était passionné de chevaux. Je m'occupais des chevaux de trait. Mon grand-père, du côté maternel, travaillait dans le milieu des courses équestres. Du coup, je pouvais monter des chevaux de course. Donc, j'ai mis un pied dans tous les domaines qui existent dans le monde de l'équitation. J'ai eu beaucoup de chance. Au cours de ma carrière, je crois que j'ai eu plus de bons chevaux qui m'ont permis de remporter des championnats que n'importe quelle autre cavalière. Si je devais faire le compte, je dirais que j'ai eu 10 très bons chevaux au cours de ma carrière. Vraiment d'excellents chevaux. Ils m'ont tous apporté quelque chose de spécial. Les chevaux qu'entraîne Isabella ont participé avec succès au Canadian Finals Rodeo, ainsi qu'au National Finals Rodeo aux États-Unis. J'ai vendu beaucoup de très bons chevaux. Il faut vendre les meilleurs si on veut réussir dans ce milieu. Les chevaux de barrel racing d'Isabella sont dressés pour réagir au moindre mouvement des rênes. Avant de former mes chevaux au barrel racing, j'aime bien qu'ils aient reçu un vrai bon débourrage, qu'ils aient une bonne bouche. J'ai toujours pensé que quand un cheval est capable de marcher droit sans se tortiller, ça fait de lui un meilleur cheval. J'aime pouvoir les contrôler d'une simple pression, presque du bout des doigts. Mais une telle flexibilité demande du temps. Ça ne s'obtient pas du jour au lendemain. Isabella est en train d'échauffer son cheval. Les tours qu'elle lui fait faire ont pour but d'apprendre à sa monture à être plus flexible et à savoir se courber et arquer son corps. Il s'agit d'apprendre au cheval à mieux contrôler sa cage thoracique pour qu'au moment de tourner autour d'un tonneau, si vous pouvez visualiser le mouvement qu'il doit effectuer, il puisse se courber et arquer correctement son corps et contourner ainsi le tonneau plus facilement. Cependant, vous remarquerez que parfois, le cheval a tendance à se raidir quand il arrive à proximité du tonneau. Il ne le contourne pas correctement ou il entre même dedans parce qu'il se contracte et qu'il n'arque pas son corps comme il faudrait, ce qui généralement lui vaut une pénalité. J'utilise également un autre exercice pour apprendre au cheval à s'arquer correctement. Je le fais marcher le long d'un mur. Ça lui permet aussi de mieux maîtriser les mouvements de sa tête. Il acceptera ensuite plus facilement de vous laisser contrôler sa tête sans avoir à le forcer. Il ne faut jamais trop presser votre cheval à faire quoi que ce soit. Vous devez lui laisser le temps de réfléchir à ce qu'il veut faire, ce qui vous laisse également le temps de prévoir votre prochaine manœuvre. Je suis convaincue que si le cheval se sent libre, il travaillera nettement plus efficacement. Regardez, elle passe juste à côté du tonneau. Elle arque parfaitement son corps autour du tonneau. Elle se courbe de façon à épouser son contour. Je n'ai eu qu'à lui donner un petit coup de talon et ça n'a pas eu l'air de la déranger du tout. Elle obéit sans rechigner. Votre cheval est capable de faire énormément de choses de lui-même. Le cavalier sert de pilote, mais il n'est là que pour appuyer sur les bons boutons qu'en cas de besoin. Normalement, le cheval a à peine besoin de vous. Il est presque en mode automatique. En pleine course, le cheval prend appui soit sur son pied droit, soit sur le gauche. Pour tourner correctement, le pied d'appui doit se trouver le plus près possible du tonneau. Le cheval change donc d'appui à plusieurs reprises pendant sa course. Apprendre à son cheval à changer de jambe d'appui est l'une des bases de son entraînement. Mais Isabella préfère le laisser découvrir ça par lui-même. Il ne faut pas s'énerver quand un cheval n'arrive pas à comprendre l'idée tout de suite. Pendant un entraînement de base, lorsqu'on fait tourner le cheval, on l'oblige généralement à se mettre sur le bon pied. Mais c'est un animal très intelligent et suffisamment futé. Il ne lui faut pas bien longtemps pour se rendre compte qu'être ainsi téléguidé n'est pas agréable pour lui. Donc, au lieu de le contrarier et de prendre le risque qu'il s'énerve contre moi, et pour éviter de passer des heures à essayer de lui imposer sur quel pied il doit galoper, je le laisse faire, quitte à le laisser faire les mauvais choix. Vous seriez surpris de constater avec quelle rapidité, d'un seul coup, il va réussir à tout comprendre par lui-même sans qu'on ait eu à le forcer.
Isabella ne se contente pas de dresser les chevaux de barrel racing. Elle s'occupe aussi de la formation de leurs cavaliers, y compris sa fille, Bobby June, et sa petite-fille, Skyler. Lorsque je dois former un cavalier, je prends bien garde à ne jamais, au grand jamais, changer son style. Au contraire, je me base sur ce que la cavalière sait déjà et je l'entraîne en fonction de son style et de sa façon de monter. Lorsqu'une cavalière vient me demander un coup de main ou quelques conseils parce qu'elle rencontre quelques difficultés, je la fais monter en selle et je lui demande d'effectuer son parcours 1 ou 2 fois devant moi. De cette façon, je peux voir ce qui ne va pas et ça nous sert de base pour corriger le problème. La plupart du temps, c'est une simple erreur de pilotage. Bien souvent, c'est assez minime. Mais ça lui fait tout de même perdre énormément de temps. Or, dans le cadre d'une course contre la montre, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreur. Il faut savoir que lorsque vous montez un cheval, il faut toujours s'asseoir bien au milieu de la selle. Il est très important de se trouver sur le centre de gravité du cheval. Moi, je suis le genre de cavalière à rester assise bien au milieu de ma selle. Je ne m'amuse pas à me mettre d'un côté ou de l'autre, ou bien à faire des pirouettes sur mon cheval. Tout est basé sur le centre de gravité de votre cheval. Bobby June et Skyler ont bien reçu la meilleure des formations. J'ai donc demandé à Isabella elle-même si elle pouvait nous montrer les erreurs les plus fréquentes en barrel racing. Je dirais que le plus gros problème rencontré par les cavalières survient au moment de tourner autour des tonneaux. Elles vont avoir tendance à relâcher l'épaule orientée vers l'intérieur et aussi à laisser tomber leurs mains pendant le virage. Mais lorsqu'elles font ça, elles ne se rendent pas compte que le fait de laisser tomber leurs mains vers l'intérieur du virage tire sur la tête du cheval et peut ainsi le déstabiliser. Il risque de se mettre à secouer la tête pour essayer de se dégager. Lorsque vous rentrez sur la piste, il faut avoir l'esprit très clair. Il faut bien connaître son cheval et surtout lui faire confiance. Pouvoir dresser correctement un cheval requiert énormément de talent. Il est donc remarquable d'être capable de former également son cavalier. Mais Isabella Miller est précisément une personne remarquable et une cavalière remarquable. Le cheval est un animal vraiment incroyable. Un peu comme une âme sœur. Du moins, je le pense. Tout le monde me demande comment je peux arriver à les vendre alors qu'ils travaillent si bien avec moi. C'est souvent difficile de s'en séparer, mais quand je vois qu'ils continuent à bien travailler avec leur nouveau propriétaire, je me sens mieux. Moi, je reste avec eux jusqu'à ce qu'ils me remplacent. Les bons chevaux de barrel racing changent en effet de propriétaire. Chaque cavalier est à la recherche de la monture faite pour lui, qui lui permettra de faire la différence. Au début de la nouvelle saison de barrel racing, Coyote avait ainsi rejoint sa nouvelle propriétaire dans le Montana, alors que Cheryl Daines faisait ses preuves en compétition sur sa nouvelle jument, Silky. De son côté, Frances Church obtenait d'excellents résultats de sa jument, Spook. Aux dernières nouvelles, Frances et Spook étaient très bien placés dans le classement canadien. Comme vous avez pu le voir, le barrel racing est un sport exigeant, aussi bien pour le cheval que pour son cavalier. Grâce à son accélération rapide, son intelligence et sa rapidité, le Quarter Horse est un cheval qui peut réellement exceller dans cette épreuve. La prochaine fois que vous irez à un rodéo, ne manquez pas d'observer les chevaux de barrel racing. Ils seront à coup sûr parmi les meilleurs que vous ayez jamais vus.